Bienvenue à toutes et à tous dans le débat du 12-15 de Gabon 24. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Une jeune femme de 24 ans, Jessica Marcy, a été froidement assassinée au rond-point de la démocratie à Libreville le 3 avril 2024. Aussitôt le crime révélé dans le quotidien L'Union, les officiers de police judiciaire ont mené des investigations qui ont conduit à l'arrestation d'un jeune homme de 21 ans. Les aveux du présumé criminel ont été abondamment relayés par la toile. À Port-Gentil, c'est le meurtre d'une jeune femme de 37 ans, Astrid Blagnongo, dans la nuit du 29 au 30 mars, qui a créé la stupeur dans la cité sablière, sans compter le nombre de vols à la tire enregistrés dans les quartiers populaires à Libreville. Qu'est-ce qui peut expliquer cette recrudescence de l'insécurité au Gabon? Quel rôle joue la justice pour juguler ce phénomène? Quels sont les mécanismes de suivi des détenus et ex-détenus? Pour en débattre, nous recevons M. Firmin Michel Envosieux. Il est leader d'opinion, communicant. Il a mené une enquête sur la situation des détenus au Gabon. Monsieur, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Et à ses côtés, M. Boris Mbandong. Il est le président de l'Association des jeunes commerçants du Gabon du marché Momboué. C'est une association qui s'occupe de l'insertion et la réinsertion des jeunes. Effectivement, bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté donc l'invitation de Gabon 24. Alors, messieurs, d'entrée de jeu, comment décririez-vous la situation actuelle de l'insécurité au Gabon? Monsieur Boris? Je peux, puisque c'est d'accord. Je tiens d'abord à remercier Gabon 24 pour l'initiative qu'ils ont permis à notre association de permettre d'expliquer, sinon de nous présenter au plus grand nombre. Je suis M. Boris Mbandong, président de l'Association des jeunes commerçants gabonais du marché Momboué. Effectivement, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, une association qui fait dans l'insertion et la réinsertion du Gabonais. Et en matière de réinsertion, effectivement, nous avons ce genre de cas, c'est-à-dire les anciens détenus qui sont au sein de notre association, mais qui, avec des mesures, ou bien des stratégies que nous avons au sein de notre structure, on puisse se réinsérer sur le plan social. On va y arriver sur l'insertion et la réinsertion des anciens détenus, mais dans un premier temps, on souhaiterait savoir quelle lecture faites-vous de ces cas de recrudescence au Gabon? Qu'est-ce qui peut l'expliquer, selon vous? Déjà, il faut comprendre que la lecture au niveau de l'insécurité au Gabon, il faut comprendre que l'insécurité, elle est de mise depuis au Gabon. Dans tous les pays du monde, il y a l'insécurité. Mais nous remarquons, comme tout le monde ici présent, comme tout citoyen, qu'il y a une sorte d'inflation sur l'insécurité. Et en tant que Gabonais, en tant que compatriotes, c'est un sentiment d'inquiétude que nous avons tous et que nous souhaitons tous peut-être trouver des mécanismes de solution. Un sentiment d'inquiétude, Monsieur Firmin Envo, vous partagez également ce sentiment d'inquiétude au regard de la recrudescence finalement des cas de crimes que l'on constate ici et là. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission, déjà, afin d'élaguer un peu, trouver des voies de solutions par rapport à l'insécurité au niveau du Gabon. Moi, je dirais que l'insécurité, c'est vrai, ça existe dans n'importe quel pays. Mais encore faut-il que nous ayons des outils pour avoir la maîtrise, pour pouvoir maîtriser cette insécurité-là. Mais déjà, M. Firmin, quelles peuvent être les causes? Qu'est-ce qui peut expliquer justement la recrudescence de l'insécurité? La recrudescence, c'est-à-dire, nous estimons que les forces de sécurité, parce que c'est toute une chaîne. Il y a les forces de sécurité qui sont chargées d'assurer la sécurité intérieure du pays, bien sûr. Et également le système judiciaire. Et également les services de la sécurité pénitentiaire. Les trois parties doivent travailler de connivence, normalement. Et nous sommes tentés de penser qu'il faut peut-être reformer, recycler certains agents pour essayer
revoir un peu la méthodologie de gestion, hein, parce que ce qui se passe, c'est quoi? Il y a effectivement un dysfonctionnement qui se pose au niveau de notre système judiciaire depuis très longtemps. Lequel? Hein? Le dysfonctionnement est celui-là. Le banditisme qui s'accroît aujourd'hui est dû. Il y a certains enfants, par exemple, qui n'apprennent plus. D'accord. Qu'est-ce qu'on en fait? Il faudrait effectivement qu'on trouve des solutions pour voir comment on peut les recycler afin qu'ils puissent devenir autonomes dans... Le décrochage scolaire, l'une des causes, donc... L'une des causes. De cette insécurité. Et l'une des causes. Monsieur Boris, vous également, vous partagez ce facteur-là, le décrochage scolaire. Y a-t-il d'autres facteurs qui peuvent expliquer justement la délinquance? J'approuve en partie, hein, mais je veux juste compléter. Il faut comprendre que, hormis les causes que l'aîné a bien voulu citer, sinon décliner, il y a aussi la précarité. La précarité nous amène à constater, hein, la difficulté de vie que nos populations, sinon les populations lambda, puissent vivre au sein de notre pays. Et au-delà de la précarité, nous avons le chômage qui suit. Lorsqu'il n'y a pas d'occupation certaine et des activités d'opportunités rentables pour des jeunes, vous comprenez que ces jeunes-là sont obligés de regarder vers d'autres horizons. Alors, vous parlez donc du chômage, hein, de l'oisiveté. Monsieur Firmin, à côté du chômage et de l'oisiveté, on a quand même pu constater, hein, dans ce pays une recrudescence également de la violence dans certains milieux scolaires. Même lorsqu'on est à l'école, certains jeunes font preuve quand même de comportements parfois excessifs. Est-ce que vous pensez qu'un certain nombre de des valeurs morales peuvent être également à l'origine de la violence, des délits ou des crimes? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je pense qu'il y a eu un enfant qui a un décrochage scolaire et qui a eu une carence en éducation. Parce qu'il faut se l'avouer, quelque part aussi, l'autorité parentale, hein, joue un rôle prépondérant sur l'éducation d'un enfant. Or, il se trouve que beaucoup plus de parents au niveau de notre pays préfèrent donner des moyens aussi facilement à un enfant, la nourriture et tout ce qui s'ensuit, mais sans pour autant lui dire « attention, ce que vous faites là n'est pas normal, ce que vous faites n'est pas normal ». Il y a des petites choses je prends un exemple, dans une maisonnée, il y a un enfant qui commence à poser un certain nombre de larcins, il vole un petit 1000 francs, 2000 francs. Hein. Il y a certains parents qui n'arrivent pas à dénoncer leurs enfants. À les réprimander. Même. À les réprimander. Il y a comme une sorte de laisser-aller. Ils préfèrent plus réprimander les enfants d'autrui, hein, parfois à tort. Monsieur Boris, vous qui êtes jeune, vous qui êtes au contact de ce jeune, vous bataillez fortement justement pour permettre à certains d'entre eux de retrouver le droit chemin. Est-ce que les fréquentations entre amis ou l'identification à certains groupes peuvent également expliquer ces formes de comportement répréhensibles? Oui, effectivement, ça peut arriver. Bon, pas ça peut, ça arrive. Parce que vous savez qu'on dit quelque part, dis-moi qui tu fréquentes, je dirais qui tu es. Alors, donc les fréquentations aussi sont des mécanismes, sinon des influenceurs qui peuvent impacter sur le comportement des jeunes. Mais il faut ajouter quelque chose qui est vraiment important, et je reviens là-dessus, c'est le manque d'occupation du jeune. Je vous assure que lorsque vous sortez, vous êtes d'une famille économiquement faible, comme on dit, et que vous vous levez chaque matin, vous avez les difficultés à avoir un morceau de pain à mettre sur votre bouche. La différence, sinon à l'écoute, vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas vous ne pouvez pas concevoir que
la vie est faite d'opportunités et de réussites. Pour vous, le rêve de celui qui peut devenir le véritable Gabonais patriotique et responsable dans la société, pour vous, ça n'existe pas. Pour vous, vous dites que c'est un rêve. Monsieur Fiemé, je suis tenté de vous demander, est-ce que c'est ce qui devrait guider les actions finalement de ces jeunes? Oui, on le sait, toutes les familles ne sont pas forcément nantis, mais il y a également dans certaines familles dites démunies des génies qui sortent de là et qui font le choix justement de s'investir par exemple dans les études et on le dit couramment, hein, il y a mais vraiment des brillants élèves qui sortent des familles démunies. Est-ce que c'est seulement le manque de ressources, de biens matériels qui peuvent pousser les enfants à commettre? Non, effectivement, ça rejoint à ce qu'il dit. Est-ce qu'il n'y a pas la consommation de stupéfiants, la consommation d'alcool? Non, ça vient pourquoi? Parce que ça rejoint à ce que l'aîné ici disait, qu'il y a aussi le rôle du parent. Les parents aussi jouent un rôle. Il faut... Tout parent permet de mettre un cadre juridique, un cadre agréable pour l'évolution, pour la réussite de son enfant. Ça, il faut le savoir. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a des cas qui permettent à ce que le parent lui-même, il n'a pas pu peut-être avoir ces mécanismes-là pour vous permettre, pour permettre à ce que vous puissiez être encadré. Et l'accès à la drogue ou l'accès à l'alcool? Et l'alcool, vous allez forcément avoir, parce que lorsque vous arrivez des cours, je prends un exemple comme ça, pour un jeune qui a la volonté d'apprendre, et qui est de manière brillante dans son école, dans son établissement, mais lorsqu'il revient des cours et qu'il n'a rien à se mettre sous la dent, ça l'expose à quoi? À faire des petits métiers. Et s'il ne trouve pas des petits métiers, ça l'expose à quoi? À avoir des mauvaises fréquentations. Et la mauvaise fréquentation l'amène à quoi? Ça peut l'amener à la consommation de drogue et d'alcool, chose qui peut l'amener à entraver dans le banditisme. Affirmons en vos yeux, le milieu où l'individu évolue peut être effectivement un facteur qui influence et qui peut entraîner à des comportements répréhensibles. Et finalement, les autorités, comment les autorités réagissent-elles face à cette montée de l'insécurité? Les autorités, lorsqu'ils réagissent, ils ne jouent pas... Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les autorités sont plus dans la réaction, justement, plutôt que d'être dans la prévention? Ils sont plus dans la répression. Ils sont plus dans la répression que de jouer les sensibilisateurs. Hein? Parce que, il faut se l'avouer, un enfant qui pose un acte répréhensible, une fois qu'il est pris, on l'amène dans un commissariat, soit s'il a un certain âge majeur, c'est-à-dire à partir de 18 ans, soit on le met déjà en garde à vue. Mais dans la garde à vue, logiquement, les enquêteurs qui sont là doivent savoir, est-ce que cet enfant a des parents? Ils vivent où? Peut-être déléguer une équipe qui doit aller rencontrer ces familles-là. Parce qu'il faut comprendre un phénomène qui est également à Libreville. Il y a beaucoup plus de familles recomposées et du coup, ça crée un souci dans l'autorité parentale qui doit s'installer dans chaque famille. La qualité donc des couples, hein, les couples qui fondent la famille étant la cellule de base de la société. Mais une fois que ces enfants sont pris la main dans le sac, une fois que ces forfaits sont commis, est-ce que les lieux de privation de liberté au Gabon répondent également aux normes? Je pense aux cellules dans les commissariats ou même les prisons. S'il y a un léger effort au niveau des geôles dans les différents commissariats, mais parce que je pense qu'il y a à peu près 5-6 ans, il y a quand même eu un petit effort qui a été fait au niveau de lorsque le procureur de la République faisait des tournées pour visiter un peu les geôles. Il y a quand même un petit effort qui a été fait à ce niveau. Quel est l'effort? On est parti de quel état à quel état? L'entretien des geôles et tout le reste. Mais cependant,
le problème reste entier. Parce qu'une fois que ce mis en cause est mis sous mandat de dépôt, il va où? Je vous rappelle, la prison centrale de Libreville est une prison qui était censée contenir 300 détenus. Et aujourd'hui, on dénombre pratiquement 2800 personnes, 2900. Hein? Vous voyez que c'est un peu de trop. La prison de Libreville est surchargée. Elle est surchargée, les autres dorment au-dessus des autres. Hein? Les quartiers populaires, par exemple la Chine qui ne fait que 4 ou 5 blocs, hein? Les blocs sont des chambres, avec un effectif de pratiquement 700 personnes. C'est trop pour une superficie, par exemple, de 200 mètres carrés. Monsieur Boris, vous qui échangez régulièrement avec ces anciens détenus, quels sont les témoignages qui vous livrent? Est-ce qu'il y a véritablement un suivi finalement de ces détenus dans les prisons? Sont-ils suivis sur le plan psychologique? D'accord. Avant d'arriver au suivi, aussi dans les témoignages, je veux juste aborder le sujet de la répression, le rôle de la justice, sinon de l'État. Il faut observer que notre justice fait dans la répression. Et dans la répression, il faut observer aussi que notre justice n'a pas mis les conditions de réinsertion. Vous savez, il ne suffit pas de réprimander un acte. Il suffit aussi de l'amener à se réintégrer, d'être corrigé afin qu'il puisse se réintégrer dans la société. Si ces actes, si ce mécanisme n'est pas mis en place, ça veut dire qu'on va faire du surplace. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis de longue durée. On constate une jeunesse qui meurt à petit feu. Pourquoi? Commettre un délit, je le dis bien, ce n'est pas que je prends la part des détenus, mais je parle en tant que jeune et je parle parce que j'ai peut-être cette expérience d'être au contact avec eux. Commettre un délit peut se faire sous la base de, comme je vous le disais tout à l'heure, sous la base d'une motivation quelconque, elle peut être due sur le fait de voler parce qu'on a faim. Vous voyez? Mais après, je suis sur mandat de dépôt. Et lorsque je vais dans le milieu carcéral, je n'ai pas, il n'y a pas un mécanisme de gestion dans la catégorie selon le délit. D'accord. Je suis venu... Mais il y a quand même un service social à l'intérieur de la prison. Oui, il peut avoir un service social, mais est-ce qu'il joue son rôle? Ça aussi, c'est une interrogation. Je suis arrivé parce que j'ai volé peut-être une bouteille d'eau, j'avais soif. J'ai eu soif, j'ai volé une bouteille d'eau. Mais j'arrive dans un milieu carcéral où je suis au contact des personnes qui sont là parce qu'ils sont là pour Ils ont commis des crimes. Ils ont commis des crimes. Vous voyez qu'on parlait tout à l'heure de la fréquentation. Le milieu va impacter sur moi parce que les personnes que je vais contacter, ou bien auxquelles je vais rentrer en contact, ont plus d'expérience désormais en matière de juridiction que moi. En fait, ce que vous essayez de dire, c'est que vous, avant d'entrer en prison, vous avez un certain degré de délinquance en vous, et puis vous entrez dans ce milieu, vous êtes au contact de délinquants, de criminels endurcis. Un peu plus aguerris. S'il n'y a pas de suivi, vous pouvez sortir de là et votre situation, au lieu de s'être améliorée, ce serait davantage empirée. Mais Monsieur Firmin, finalement... Oui. Je sais que vous avez mené une enquête sur le sujet et que vous avez fait un certain nombre de propositions. Partagez-nous un peu votre enquête. Selon vous, quel devrait être le degré de suivi des détenus à la prison centrale de Libreville en particulier et même des autres prisons en général? Lors de mon enquête, qui date depuis 2014, jusqu'à ce jour, j'ai essayé de voir, ausculter un peu pourquoi. Qu'est-ce qui m'a interpellé? C'est le taux de récidivisme au niveau des prisons. Et comment ça s'explique, M. Firmin? Ça s'explique simplement par le manque d'insertion des détenus. C'est-à-dire, une fois le détenu commet
un délit. Après enquête, on le présente auprès du procureur qui le place sous mandat de dépôt. Il va direction à la prison centrale. De la prison centrale, normalement, le service pénitentiaire doit, à travers son service social, doit travailler sur 2 points. 1, classifier le niveau de délit qu'a commis le prisonnier, son état de moralité. Question d'avoir un peu un profil. Est-ce qu'il est récupérable? Est-ce qu'il n'est pas récupérable? Est-ce qu'il mérite, de suivre des soins? Un certain suivi psychologique. D'où, lors de ma publication, j'étais en train de dire qu'on devrait mettre l'hôpital psychiatrique de Mélène à contribution pour évaluer également la moralité en fonction de certains délits. Ou bien, dans la généralité, tous les prisonniers doivent avoir une fiche psychologique. Finalement, une prison centrale de Libreville qui souffre de nombreux dysfonctionnements. On l'a souvent entendu, certains détenus sont mis sous mandat de dépôt, certains restent longtemps en prison avant d'ailleurs leur jugement. Vous avez eu des témoignages dans ce sens? Oui, on va aborder l'aspect des témoignages. Il faut reconnaître que, déjà, comme il a si bien dit, il faut des mécanismes en termes de psychologie, mais il faut aussi, il y a des témoignages qui nous ressortent auprès des membres de notre association sur les conditions d'incarcération et sur notamment le suivi des dossiers. Il y a des prisonniers qui ont fait pratiquement plus de 5 à 10 ans et que leurs dossiers ne sont pas encore passés en traitement, comme on peut le dire. Et ce qui fait en sorte que lorsque vous mettez plus de temps aussi, et qu'après vous êtes relaxé sur une grâce présidentielle, vous voyez que vous avez purgé une peine déjà de manière à ce que vous ne puissiez même pas d'abord être condamnable. On est condamné, autant pour moi. Donc, c'est des actions comme ça, sinon c'est des témoignages comme ça qui ressortent toujours. Vous êtes libéré suite à une grâce présidentielle. Vous faites certainement allusion à la récente grâce présidentielle accordée par le chef de l'État. Plus de 1160 détenus ont été libérés sur l'ensemble du territoire national. En suivant vos analyses, vous pensez qu'il fallait quand même mettre un certain nombre de mécanismes pour suivre justement toutes ces personnes libérées? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai lu dans les réseaux sociaux, comme tout le monde, où il y a certains qui étaient fâchés contre le président pour avoir donné une grâce. J'ai dit, on ne peut pas interdire à un chef d'État de libérer, de faire une grâce présidentielle. On ne peut pas. Et nous nous en souvenons, à l'époque de Omar Bongo Ondimba, lui, il pouvait le faire jusqu'en 2006, 2 fois par année. 2 fois par année, le 17 août, il libérait les prisonniers et en janvier, il libérait les prisonniers. Justement, c'est que cette mesure de grâce présidentielle fait suite au discours du 31 décembre du chef de l'État. Alors vous, monsieur Boris, qui êtes au contact, qui avait une association des jeunes, des anciens détenus, comment ça se passe au quotidien? Comment faites-vous pour arriver à permettre à ces ex-détenus de se réinsérer dans la société? D'accord. Avant les mécanismes d'insertion, de réinsertion, je vais en parler, mais je vais parler en ce qui concerne la grâce. Il faut comprendre que la grâce, ce n'est pas d'aujourd'hui. La grâce présidentielle, elle est connue de tous. On a pris l'exemple ici de l'ancien président Omar Bongo, qui pouvait en faire 2 fois par année. Et c'est une initiative louable du président de la République qui estime que pour redonner l'essor ou bien pour réconcilier les compatriotes, il faut que tous les Gabonais au plus bas niveau, sinon sur tous les niveaux de l'échelle, puissent se réjouir de la libération du pays, sinon puissent participer à l'essor vers la félicité. Maintenant, le problème, c'est que lorsque un chef d'État met en musique un projet, qui doit le suivre? C'est le gouvernement.
Lorsqu'il prend une décision, c'est le gouvernement qui doit le mettre. Justement, si on constate que le ministère de la Justice n'a pas véritablement suivi là-dessus, peut-être que votre exemple peut servir de modèle dans le cadre de la réinsertion des jeunes. Justement. Donc, ça veut dire que nous, en termes qu'association, en tant que personne morale, on met des mécanismes de réinsertion. Lesquels? Ça veut dire tout simplement, en termes de métiers, de petits métiers sur le plan informel, sur la vente, exemple de la friperie, nous avons inséré en termes de chargement au niveau de la tour, donc les jeunes qui facilitent, ça aussi on a inséré. Et en ce qui concerne encore le métier de brouetier au marché de Montboîte, on a inséré. En ce qui concerne pour des jeunes filles, c'est pédicure, manicure, comme on l'appelle au quartier, des petits salons à ciel ouvert, on a inséré. Le problème, il est que nous, on essaie de faire notre participation en tant que partenaire, sinon en tant qu'association. Mais le gouvernement a le plus grand rôle. Il faut comprendre que si nous, à la plus petite échelle, on arrive à insérer, ça veut dire que le gouvernement peut faire mieux. Le gouvernement devait déjà prendre des mesures pour prendre en tâche déjà avec des centres de formation, vous voyez, avec des entreprises locales pour permettre à ce qu'on puisse trouver des mécanismes d'insertion pour certains jeunes. Prendre à tâche avec des centres de formation et des entreprises pour permettre justement qu'à la sortie du milieu carcéral, que ces jeunes suivent une formation ou qu'ils trouvent un emploi pour combattre l'oisiveté, pour combattre le chômage et ne pas retomber dans les travers de la délinquance ou de la criminalité. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est déjà arrivé. Merci d'avoir accepté de venir débattre de ces questions avec nous dans le débat du 12-15 sur Gabon 24. Je rappelle que nous discutions de la recrudescence de l'insécurité au Gabon, les autorités face à un défi croissant, et nous recevions M. Firmin Michel Envaux-Zué. Il est leader d'opinion, communicant, et il a mené une enquête sur la question justement des détenus du milieu carcéral. Et à ses côtés, M. Boris Mbandong, président de l'Association des jeunes commerçants gabonais du marché Montboîte. Merci, monsieur, d'être passé sur Gabon 24. Et n'oubliez pas, nos programmes se poursuivent sur nos plateformes en ligne. À très vite.